Pour commencer par la contraception, je vais vous emmener peut-être un peu en terre un peu inconnue pour vous. Et vous allez voir que la contraception hormonale a beaucoup évolué avec... Non, il n'y a toujours pas de... Voilà. A beaucoup évolué avec le temps. Hein. Donc vous aviez appris peut-être la pilule. Et donc on est passé de la pilule à tout un tas de choses différentes. Et donc pour essayer de vous guider un peu dans ce schéma un peu compliqué, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la première chose qui a été décrite comme effet indésirable de la contraception hormonale très tôt dans les années 60, un papier dans le Lancet vers 1967, quelques années après le lancement, c'était l'embolie pulmonaire, fatale en l'occurrence pour la première. Et donc, toute l'histoire, là, a consisté à essayer de réduire le risque thromboembolique lié à la contraception estro-progestative. Et donc, on a diminué les taux d'éthényl-estradiol. Au départ, il n'y avait que de l'éthényl-estradiol. On a aussi, en parallèle, essayé de modifier un peu le progestatif qui est toujours associé à l'estrogène dans ces pilules pour limiter son impact métabolique, parce que l'éthényl-estradiol est responsable de l'hypertension et de la thrombose, et les progestatifs sont responsables des dyslipidémies et des troubles glycémiques qui en réalité sont absolument mineurs. Il n'y a guère que les triglycérides qui bougent beaucoup dans cette histoire. Et donc on a essayé donc, de moduler comme ça pour améliorer la tolérance. Donc, on est aussi passé de la voie orale à essayer des voies non orales pour s'affranchir du premier passage hépatique qui est aussi connu pour être éventuellement impliqué là-dedans. Et donc vous voyez, vous avez des pilules et puis vous avez un anneau vaginal maintenant et un patch contraceptif. Et donc une première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention également, c'est que habituellement pour s'y repérer, on disait vous prenez une pilule que vous arrêtez à une semaine par mois, et là c'était un estro-progestatif, ou alors une pilule que vous prenez tous les jours, et là c'était plutôt un progestatif. C'est fini. Maintenant, les femmes prennent la pilule en continu, quel que soit le type, pour beaucoup d'entre elles. Et il y a plein de pilules continues, y compris estro-progestatives. Ensuite, on a essayé de passer aux hormones bioidentiques, donc de l'estradiol ou même de l'estétrol, qui est un tout nouveau mode de contraception là, qui vient d'être commercialisé, pour toujours essayer de réduire ce risque thromboembolique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, deuxième notion importante, la contraception estro-progestative, c'est à considérer comme un cofacteur de risque cardio-cérébrovasculaire. Là, vous voyez des données anciennes de Trussell, il y a une faute de frappe, c'est 2006. Et en fait, on voit ici l'analyse du risque de mortalité essentiellement cardiovasculaire chez les femmes en fonction de ce qu'elles font en plus de la pilule. Quand elles ne fument pas et qu'elles sont jeunes, c'est très rare. Quand elles sont beaucoup plus âgées et qu'elles fument, c'est catastrophique. Donc tout le raisonnement, nous, pour la prescription de ces contraceptions hormonales est basé sur est-ce qu'il y a une association de facteurs de risque cardiovasculaire chez cette femme ou pas. Alors vous voyez le résultat de tout ce qu'on a essayé d'inventer pour améliorer le risque thromboembolique chez les femmes. Donc le premier plot sur la gauche, ce sont les estro-progestatifs à base de lévonorgestrel. C'est le seul qui soit remboursé en France, parce qu'il est associé au risque minimal, c'est 3 fois plus de risque qu'une non-utilisatrice d'accident thromboembolique veineux. Et puis donc on a essayé d'améliorer les progestatifs, et vous voyez que c'est quasiment empirique, en fait en faisant ça, en transformant les progestatifs, pour les rendre moins délétères sur le plan métabolique, on a augmenté le risque thromboembolique veineux. Bon, c'était pas de chance, mais ça s'est passé comme ça. Et puis vous voyez au bout l'anneau vaginal et le patch, le fait de supprimer la voie orale, ça n'a pas marché non plus. Ça a augmenté parce que le progestatif n'est pas meilleur. Et ça n'a pas diminué le risque parce que c'est de l'éthényl-estradiol. Et quand on administre par voie non orale de l'éthényl-estradiol, comme il n'est pas catabolisé, il tourne et il impacte le foie 30, 50, 100 fois. Donc, en conclusion, tous les estro-progestatifs, quelle que soit la voie d'administration, et là je ne vous montre pas les données sur les nouveaux estrogènes, mais c'est exactement pareil que le plot le plus à gauche du schéma pour les données dont on dispose aujourd'hui. Et on n'a pas démontré avec les tout nouveaux d'augmentation du risque cardio-cérébrovasculaire, par contre. Donc, sinon, toutes ces administrations d'estro-progestatifs sont a priori contre-indiquées chez une femme à risque vasculaire, qu'il soit artériel ou veineux. Quelle que soit la voie d'administration, quelle que soit l'association, quelles que soient les doses. Alors, ce dont on dispose, la méta-analyse la plus récente sur le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire chez les utilisatrices d'estro-progestatifs, il y a une méta-analyse en 2015. Alors, les pilules, on les a classées en première, deuxième, troisième génération. La première génération, vous pouvez l'oublier. La deuxième génération, c'est le lévonorgestrel. Et toutes les autres, c'est, disons, la troisième. Et donc, vous voyez qu'on a globalement un surrisque d'accident vasculaire artériel de 1,6 chez les utilisatrices.
et que, alors quand vous subdivisez par sous-type de pilule ou par sous-type de dose d'éthénylestradiol, vous perdez en puissance, donc les risques apparaissent quelquefois moins importants. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les pilules sont équivalentes pour l'augmentation du risque artériel, quel que soit le type de progestatif, et il y aurait un impact plus important pour les pilules plus dosées en éthénylestradiol, sachant qu'au-delà de 49 microgrammes, ça n'existe plus en France. Et puis il y a ce travail de Geneviève Pubureau, vous connaissez probablement, qui a fait une mise à jour un peu plus récente et qui montre donc les risques d'infarctus, d'accident vasculaire ischémique et hémorragique chez les utilisatrices versus une non-utilisatrice. Et là encore, pas de différence entre les différents types de pilules estroprogestatives. Et j'attire aussi votre attention sur la migraine, qui est maintenant un cofacteur de risque bien connu quand il y a une aura, mais également la migraine sans aura. Et vous voyez, je ne sais pas si on a un pointeur, mais dans la colonne du milieu, vous avez les femmes qui ont une migraine sans aura, qui ne prennent pas de pilule sur les lignes du haut. Elles ont un léger surrisque d'AVC ischémique. Et quand elles prennent une pilule, vous voyez la majoration du risque d'accident qui est énorme. Donc même avec une migraine sans aura, attention, s'il y a le moindre autre facteur de risque cardiovasculaire, il y a une contre-indication formelle aux estroprogestatifs. Un des facteurs de risque les plus pièges, c'est l'âge. Au-delà de 35 ans, plus migraine sans aura, plus de pilule. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas utiliser l'estroprogestative ? On a plein de contraceptions progestatives. Alors, elles existent par voie orale, à prendre tous les jours. Elles existent en petit implant ici dans le bras, qui est beaucoup plus facile à utiliser parce qu'on ne peut pas l'oublier. Et puis, il y a aussi des voies intra-utérines sous forme de dispositifs intra-utérins. Donc, elles sont toutes OK pour toutes les femmes à risque vasculaire, grosso modo, sauf une qu'on utilise très peu en France, qui est injectable, qui est au milieu, là, à la seringue, qui s'injecte une fois tous les 3 mois, on l'utilise très très peu, et celle-ci, elle est au contraire de toutes les autres, à risque vasculaire pour les patientes. Et vous avez ici, sur une petite étude, on a très peu de très grosses études dans ce domaine-là, vous voyez les patientes dans la colonne de gauche et les contrôles dans la colonne de droite. Chez les utilisatrices de cette contraception injectable, vous avez un risque d'accident thromboembolique qui est 3,5 fois plus élevé que les non-utilisatrices, alors que pour le système intra-utérin ou les pilules et les implants, il n'y a pas de surrisque démontré jusque-là. Alors, sous ces contraceptifs progestatifs, est-ce qu'il y a une augmentation du risque d'infarctus ? Là, vous voyez dans cette étude de 2011, l'odds ratio globalement est non significativement augmenté. Donc, a priori, on peut utiliser chez les femmes à risque et chez les femmes qui ont eu des accidents cardiovasculaires ces contraceptions. Alors, par principe, habituellement, on demande un petit délai d'évolution après l'accident. On dit 3 à 6 mois en fonction des cas de figure pour laisser le temps à la situation de se stabiliser. Ce n'est pas forcément facile pour les patientes parce que quand on ne leur propose pas de contraception hormonale, qu'on leur interdit une grossesse, bien sûr, dans ces circonstances-là, il leur reste les dispositifs intra-utérins au cuivre qui font saigner. Donc, si elles sont sous anticoagulants, antiagrégants, etc., c'est pas facile. Ou les contraceptifs de type préservatif, dont le taux d'échec en vie réelle est d'à peu près 15%, ce qui est énorme. Alors maintenant je passe à la ménopause. Donc là il y a une dichotomie qui est un petit peu différente. Donc la ménopause, toutes les femmes qui ont un utérus, on leur propose de l'estradiol et on n'utilise jamais en post-ménopause de l'éthénylestradiol. Si vous voyez passer une dame de 50 ans et plus avec une pilule estroprogestative, il y a une erreur quelque part. Donc on leur propose toujours de l'estradiol bioidentique. Et en France, on favorise la voie non orale, c'est-à-dire en patch ou en gel, qui n'est pas associée à un surrisque vasculaire, comme on va le revoir. Et puis on associe un progestatif si elles ont un utérus pour protéger leur endomètre. Et en France, le 95% et plus des gynécos choisissent la progestérone ou la dihydrogestérone, qui sont bioidentiques, en association, puisque c'est le schéma qui, n'augmente pas le risque de cancer du sein, donc nous ça nous intéresse, et 2, qui n'a pas d'impact non plus métabolique, vasculaire connu. Donc si on regarde cette méta-analyse récente et qu'on prend la partie gauche du schéma qui ne regroupait que les études randomisées, donc vous voyez que déjà elles sont assez peu nombreuses. Il n'y a pas les effectifs, mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas très nombreux non plus. Et là vous retrouvez donc chez les utilisatrices d'une contraception, d'un traitement hormonal de la ménopause par voie orale, une augmentation du risque thromboembolique, vous voyez un risque relatif à 1,7 et d'embolie pulmonaire à 1,26. Et en revanche, en dessous, dans le carré gris, ce sont les événements cardio-cérébrovasculaires. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation significative du risque. Alors contrairement à ce qu'on a longtemps dit, il n'y a pas non plus de démonstration claire qu'il y ait une réduction du risque d'événements cardio-cérébrovasculaires. Ça reste à démontrer de façon beaucoup plus claire.
Donc là, la comparaison entre la voie orale et la voie transdermique, vous voyez, pour la thrombose veineuse, on retrouve des risques relatifs plus importants avec la voie orale qu'avec la voie transdermique, entre 1,6 et 2 pour la thrombose veineuse, l'embolie. En revanche, il ne semble pas y avoir de risque où il est à peine significatif de surrisque d'AVC ou d'infarctus quand on utilise une voie orale par rapport à une voie non orale. Alors, le seul événement pour lequel on a est-ce que je peux donner un traitement hormonal après un accident, c'est en fait est-ce que je peux donner un traitement hormonal de la ménopause après un accident thromboembolique veineux. Et donc, c'est l'équipe de Geneviève Pulburo à nouveau qui a publié ce travail. Donc, c'était, vous voyez, une cohorte de 1000 femmes qui ont été suivies après un accident thromboembolique veineux pendant en moyenne près de 80 mois. Et donc, il y a eu quelques patientes sous traitement hormonal de la ménopause. Et donc, la majorité d'entre elles, parce que ça fait partie des habitudes par voie transdermique, et une toute petite minorité par voie orale. Et 77 femmes ont récidivé. Et donc, vous voyez le risque qui a été calculé dans cette étude relativement limité, avec une absence d'augmentation du risque de rechute par voie transdermique, alors qu'il y a une augmentation, alors qui peut paraître énorme, mais l'effectif est tout petit, là, sous voie orale. Donc, en pratique, nous, après une embolie pulmonaire, on discute, on vérifie qu'il n'y a pas de thrombophilie, d'autres facteurs de risque, le tabac, etc. Et chez une femme qui est dans les 10 premières années de sa ménopause, si elle est très, très gênée, que les autres traitements des bouffées vasomotrices ont échoué, ça peut être des progestatifs, ça peut être certains antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, alors on discute de réintroduire un traitement hormonal par voie non orale exclusivement. Voilà, donc pour conclure, en ce qui concerne la contraception, les estroprogestatifs, toute voie d'administration, tout type d'estroprogestatifs, bioidentiques, etc., sont contre-indiqués, ainsi que les DMPA, parce qu'ils sont plus à risque cardio-cérébrovasculaire. Donc pour les contraceptions récentes à l'estradiol, on manque encore un peu de données, en tout cas pour les accidents artériels, on manque de données. Attention, je l'ai dit, mais c'est très très important aux associations de facteurs de risque pour celles qui ne sont pas encore connues avec une cardiopathie. Et donc, on relaie par les progestatifs en contraception dès qu'on peut. Et pour le traitement hormonal de la ménopause, tout le monde prescrit ce qu'on appelle à la française, le traitement à la française, qui est une voie non orale de l'estradiol avec de la progestérone micronisée qui a un effet neutre. Alors, je n'ai pas du tout développé les femmes jeunes qui ont une interruption de leur fonction ovarienne pour une raison X, Y ou Z. Et donc, chez ces femmes jeunes, la balance bénéfice-risque est bien sûr très différente, puisqu'il y a leur qualité de vie, mais aussi l'os, le système cardiovasculaire. Et là, on sait qu'on a potentiellement, alors ça reste à démontrer là aussi, mais quand même potentiellement un impact bénéfique de ces traitements. Donc, dans les recommandations dont on dispose, s'il n'y a pas eu d'accident pour l'instant, il est fortement recommandé, et on les pousse jusqu'à ce qu'elles acceptent de suivre ces traitements substitutifs. Voilà, après un accident, donc la seule donnée dont on dispose, c'est après un accident thromboembolique, pas de contraception estroprogestative et traitement hormonal de la ménopause à discuter au cas par cas, éventuellement en réunion pluridisciplinaire. Pour les accidents artériels, pour les femmes très jeunes, là aussi, on peut en discuter dans le cadre d'une discussion pluridisciplinaire après un accident cardiovasculaire chez une femme de moins de 40 ans déjà ménopausée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, c'est d'avoir insisté sur les risques liés notamment à la contraception œstroprogestative. C'est vrai que nous, en cardiologie, ça ne faisait pas partie des items de notre interrogatoire, mais là, ça devient essentiel, et en tout cas d'y penser au décours d'un accident d'occlusion thrombotique artérielle de manière systématique, et pour qu'il soit revu pour choisir Oui, il doit même être interrompu immédiatement, en fait. Juste un commentaire, c'est que le pire, c'est d'avoir une grossesse dans la phase aiguë, de ne pas faire attention. Donc il faut vraiment trouver une alternative d'une contraception. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une grossesse qui commence rapidement après un accident, une thrombose, un infarctus. Il ne faut jamais leur dire vous arrêtez tout. Non. Sec comme ça. Il faut tout de suite parler d'une alternative. Alors moi j'ai une question pour vous d'ailleurs. D'une consultation rapide. J'ai une question pour vous, parce que nous on a le même genre de discussion pour les cancers du sein par exemple, et donc dans ce contexte-là on dit on se donne quelques jours pour faire le relais contraceptif, on n'arrête pas du jour au lendemain, résultat de la biopsie, j'arrête la contraception, ça c'est pire que tout. Mais dans le contexte cardiovasculaire,
Est-ce que ça vous paraît raisonnable de prendre 48 heures ou 72 heures pour faire un relais contraceptif, ou est-ce que de toute façon le jour J vous arrêtez? Le plus souvent, après un accident, c'est arrêté. Hein. Oui, le jour J. Bah, c'est ça. Hospitalisé, il n'y a pas. Ouais. C'est pas dans notre pharmacie. Oui, c'est ça. Il y a une question là-bas, je crois. Est-ce que les femmes à la ménopause deviennent hypertendues? Est-ce que le fait d'être hypertendu traité va changer le conseil concernant le traitement hormonal substitutif ou pas? Alors c'est toute une discussion. C'est ton avis personnel. Hein, oui, moi, c'est la balance bénéfice-risque. Hein, toujours là, on ne traite pas une maladie grave, on traite un état physiologique, on traite une qualité de vie et on traite éventuellement une prévention osseuse et encore plus éventuellement cardiovasculaire, 3 points d'interrogation. Donc, du coup, on va vraiment mettre en balance tout ça. Alors, on discutera avec le médecin en charge de l'hypertension si c'est aucune complication, parfaitement équilibrée, aucun autre facteur de risque. Alors, pourquoi pas discuter un traitement hormonal par voie non orale pour l'estrogène. Il y a des femmes quand même qui sont très gênées par leurs symptômes de ménopause et qui ne sont pas du tout par l'hypertension. Oui. Et donc, quand on leur dit on va traiter la maladie sans symptômes et arrêter elles ne veulent pas, à juste titre d'ailleurs. Oui, on fait un deal. Si vous traitez bien votre hypertension et que tout est OK par ailleurs, à ce moment-là... Quel est le conseil de la spécialiste? C'est ça, hein, c'est d'insister sur la nécessité de traiter l'hypertension correctement et de se faire surveiller surtout. Hein. Oui, Najib. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. J'ai un petit commentaire concernant, d'abord, je crois qu'on n'apporte pas suffisamment ça en consultation cardiologique, que ce soit pour les valvulaires, pour les cardiaques. Alors c'est vrai pour les coronariens on a moins, mais pour les valvulaires c'est fréquent et je pense que c'est important qu'on pose la question et qu'on aborde cette problématique. Je suis d'accord évidemment que la pire des choses c'est d'avoir une grossesse non préparée. La question c'est concernant les thromboses veineuses. On a un certain nombre de patientes qui ont fait des thromboses veineuses et qui sont sous traitement anticoagulant au long cours. Est-ce que tu gardes la contre-indication définitive chez ces femmes qui parfois souhaitent prendre une pilule œstroprogestative ou est-ce que comme ils sont anticoagulés tu autorises? Alors, les œstroprogestatifs, y compris sous anticoagulants, on n'y va pas souvent. Hein. En pratique, il y a une ERCP organisée par Geneviève Plubureau et toute l'Île-de-France se réfère à cette ERCP. Hein. Plus on fait les choses souvent, mieux on les fait, comme toujours. Et donc, on centralise tous ces dossiers-là chez Geneviève, là, à l'Hôtel-Dieu en l'occurrence. Et donc, c'est de mémoire, elle ne m'a jamais autorisé à utiliser un œstroprogestatif. En revanche, même assez tôt après un accident, un progestatif, etc., oui, parce que sinon, ils sont assez attendre 3 à 6 mois après, 3 mois après une phlébite et 6 mois après une embolie, hein, même pour les progestatifs seuls. Alors, 6 mois après un infarctus du myocarde chez une femme jeune qui a complètement récupéré, qui n'a pas de lésion sur ses autres artères et dont le cardiologue se dit mais cette dame a tout contrôlé, ses facteurs de risque, elle n'a pas de séquelles. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, comme pour les autres, on lui dit contraception progestative pour le moment. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas de données, en fait. On n'a pas de données sur la récidive, parce que jusque-là, personne n'a osé faire ça, en fait. Donc, vous n'avez pas de cohorte de femmes à qui on a donné allègrement des œstroprogestatifs après un infarct pour savoir ce qui se passe, en fait. On n'a pas de données. Donc, par précaution, on dit contraception progestative. Les études restent à faire. Hein. Oui, il y a beaucoup de travail, en effet. Est-ce que vous avez des remarques pour la contraception chez les patientes? Remarques ou conseils chez les patientes sous anticoagulants long cours, pour prothèse mécanique ou autre raison. Est-ce qu'il y a des particularités à connaître en tant que cardiologue ou pas? Les particularités, en dehors des contre-indications qu'on a largement discutées, c'est surtout qu'elles peuvent être embêtées par la tolérance des dispositifs intra-utérins, parce qu'elles peuvent avoir des saignements, et des contraceptions progestatives, hein, d'ailleurs, dont le principal effet secondaire est des petits saignements qu'on appelle un spotting, qui est très désagréable parce que imprévisible, et qui peut être majoré quand elles sont sous anticoagulants. Donc c'est plutôt cette discussion-là qu'on a. Donc en général, vous privilégiez des progestatifs microdosés, non? Oui, chez ces patientes-là qui sont sous anticoagulants, elles ont une raison de ne pas prendre d'œstroprogestatif. En fait, et comme on l'a discuté juste avant, on n'est pas très très chaud pour donner des œstroprogestatifs qui seraient probablement mieux tolérés. Hein.